Ok, donc on passe à la suite, et c'est les bricodeurs qui vont nous parler de communauté et d'engagement citoyen et d'engagement numérique, du coup. Vous avez tout ce qu'il faut là? Ouais. Tac, tac, un chacun. Ok, ouais. Et donc c'est parti, et ensuite, voilà, c'est notre dernier talk avant la table ronde de ce soir. Il est définitivement très mignon, ce chat, voilà, je voulais vous le dire. Et le nono avec, je pense que vous avez... c'est bon, on y est. Merci. Alors déjà, c'est pas un chat, c'est un lion. Mais pas le chat là. Ah, pardon. Le chat, pardon. Excusez-moi. Non, mais j'aimais bien en fait l'idée que tu m'expliques que ce n'était pas un chat, c'était un lion, c'est une question de point de vue, et je trouvais ça assez intéressant. J'étais là, ok. C'est soit un lion très gentil, soit un chat. Ou c'est un lion déguisé en chat. Ouais. C'est pas mal. Donc voilà, question de point de vue. Donc les bricodeurs. Donc nous, on est une association basée sur Lyon. On cherche à faire en sorte de faire du lien dans la ville, notamment pour faire de l'engagement dans le numérique, et on anime la communauté. Donc je vais peut-être me présenter. Donc Xavier, le président de l'association, c'est Xavier qui est à l'origine un peu de l'asso, et moi qui rejoins à peu près juste après. Donc moi je suis développeur web, et ce qui m'intéresse, c'est les thématiques d'aider le numérique, aider par le numérique les projets citoyens, et notamment en animant une communauté dans l'apprentissage collaboratif que j'étaillerai plus tard. Et Xavier, je laisse. Oui, et donc moi, Xavier. Ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était un peu ce qu'on faisait et comment on suscite l'engagement avec notre communauté, avec des exemples un peu concrets. Donc à la fin, on finira par un petit atelier pour symboliser le type d'atelier qu'on fait. L'idée, c'est d'être un peu plus peut-être pratique que ce qu'on a vu cet après-midi. Donc ça, c'est un exemple de toutes les choses qu'on fait en ce moment, mais on y reviendra. Donc le premier, c'est un grand événement qui rassemble pas mal de monde. Le deuxième, c'est un atelier pour des jeunes où on leur apprend le code de la robotique. Voilà, on va revenir un peu là-dessus. Donc ça, c'est les gens qui y a là-dedans. Le problème qu'on a identifié, c'est un peu en trois parties. Donc le premier problème qu'on a identifié dans le numérique, c'est qu'il y a un crucial manque d'éducation au numérique, et qui nous paraît un peu l'équivalent de peut-être les notions de physique élémentaire il y a 2 siècles. Aujourd'hui, comment fonctionne un site web? Il suffit d'1 heure ou 2 pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un serveur, qu'est-ce que c'est qu'une page HTML, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur. Et il suffit d'1 heure ou 2, et pourtant, les gens passent 10 heures par jour sur leur téléphone, sur leur ordinateur, et n'ont même pas la plus petite élémentaire notion de ça. Entre geeks, c'est assez surprenant, parce qu'une fois qu'on a passé à un certain niveau, on est capable de parler de plein de choses. Un robot, c'est jamais qu'un petit ordinateur qui tourne à l'intérieur avec quelques scripts, même un truc très avancé, c'est jamais que quelques briques élémentaires, mais ces briques élémentaires, la plupart de la population ne l'a pas, alors qu'ils l'utilisent au quotidien. Le deuxième problème qu'on voit, c'est de l'autre côté, les communautés tech, les gens qui maîtrisent le numérique, qui restent très isolés. Alors, il y a plusieurs facteurs là-dessus, c'est aussi culturel, c'est des communautés qui fonctionnent comme ça, et c'est aussi... Enfin voilà, donc il y a un manque de lien entre, d'un côté, ces experts du numérique et le grand public. Un troisième problème qu'on voit, c'est l'événementiel autour de ça. Ce qui essaye de faire le pont, c'est souvent très grinçant dans la façon de fonctionner. Donc ça, c'est quand on a demandé ce que c'était qu'un hackathon sur Twitter, on nous a répondu ça ce matin. Au-delà de la blague, c'est vraiment l'idée que le hackathon, donc c'est qui serait en principe le moment où, et on a entendu en parler cet après-midi, le moment où des institutionnels pourraient venir rencontrer des gens plus développeurs pour échanger problèmes d'un côté, solutions techniques de l'autre. En fait, ça se transforme souvent en des événements un peu grinçants, parce qu'il y a d'un côté des gens qui espèrent avoir un travail gratuit de développeurs, de l'autre côté des développeurs qui se sentent exploités et qui ne trouvent pas forcément ce qui les intéresse, alors que si ça marche, ce type de mouvement au départ, c'est parce que les gens qui sont dans ces communautés-là, ils sont engagés, et vous avez vu Gaël en est un exemple brillant, sont engagés pour faire avancer les choses. Ils ont le goût aussi d'apprendre et donc de nouveaux défis, donc ils sont prêts à passer du temps juste parce que quelque chose les intéresse. Il faut juste arriver à concevoir l'événement pour qu'il y ait une vraie réciprocité pour que ça fonctionne. Donc,
on vous propose, pour engager, de répondre juste à quels sont pour vous les éléments clés pour avoir une communauté ouverte et engagée. Donc là, vous avez un QR code, si vous le scannez, vous pouvez tomber sur la page. Et sinon, on l'a tweeté, il y a quelques tweets, donc vous pouvez le retrouver sur notre compte Twitter. Donc voilà, donc vous pouvez scanner cette image. Ouais. Alors, si ça marche déjà, ça sera bien. Je serai content. On y reviendra. Et ça a marché? Non? Ouais, allez-y. Voilà. Donc maintenant, les solutions. Donc, on va essayer de parler d'exemples concrets, pas de solutions théoriques. D'abord, une petite citation que j'aime bien, c'est Gilles Babinet qui était au Conseil national du numérique il y a quelques temps et qui est maintenant le digital champion pour la France. Quoi que ça veuille dire. Qui disait vendredi dernier, à l'occasion d'un hackathon sur l'éducation, la capacité d'apprendre et s'adapter sont plus importantes que les titres et les statuts. Donc ça, je pense que ça représente bien à la fois cette culture numérique et c'est aussi une génération où voilà, où ce qui est important, c'est cette capacité de s'adapter à des nouvelles choses. Voilà. Donc du coup, notre premier focus, c'est évidemment l'éducation, mais c'est par conclusion. Notre but, c'est de comment on peut lier le numérique et le reste de la population et transformer les choses. Et on arrive à la conclusion que l'éducation, c'était la première chose sur laquelle il fallait qu'on travaille. Du coup... Alors ça, c'est en fait, là où, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'asso. C'est des ateliers qu'on anime donc, à Lyon. Et en fait, l'idée, c'est que l'apprentissage, je pense qu'il devrait être gratuit parce que, enfin, notamment dans le web, toutes les connaissances sont ouvertes sur Internet, notamment sur Wikipédia, mais il y a de plus en plus de plateformes de e-learning qui sont disponibles à tous. Et l'idée, c'est en fait, voilà, pourquoi il y a tant d'écoles payantes et de formations payantes dans le web, alors que en fait, tout ce qu'il faut, c'est se regrouper ensemble, se motiver, utiliser tout ce qui existe. Donc, il y a Codecademy, c'est un super exemple. Beaucoup de développeurs commencent comme ça, tout seuls, ou même à l'école. On leur donne les mêmes outils, en fait, parce que c'est les meilleurs. Et donc, l'idée, c'est de créer une communauté, comme ça, de développeurs, donc experts et débutants, pour qu'ils échangent, donc qu'ils animent les uns après les autres et qu'ils grandissent ensemble. Donc c'est ça l'idée. Et donc on a commencé l'année dernière, c'était moi qui faisais tout seul, et maintenant on a une communauté d'animateurs et donc les uns après les autres, ils vont animer le truc. Et nous, on est plutôt là pour trouver le lieu et puis faire un petit peu de communication autour. Deuxième volet éducation, donc c'est évidemment les jeunes. Donc on a commencé l'année dernière des ateliers qui s'appellent les ateliers d'ADA. Donc ADA, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui c'est du coup. Alors qu'à chaque fois qu'on le présente, on est en général obligé de faire une petite biographie. J'ai vu qu'aussi sur votre communication, il y avait une petite bio intégrée. Ça nous paraît incroyable d'ailleurs que ce ne soit pas un personnage qui soit plus connu et plus mis en valeur quand on débat sur ces sujets. C'est assez surprenant alors qu'elle a un parcours incroyable. Pour vos prochains événements, on a une super vidéo de Marion Séclin. Vous retrouverez aussi, qui est une youtubeuse qui a fait une présentation assez géniale de la jeunesse. Parfait, alors, on retient. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire des ateliers de code, programmation, robotique aussi. Il y a des choses qu'on a remarquées sur les enfants, il y a des choses qui les intéressent plus. Dès qu'il y a du bruit, ça les attire plus, dès qu'il y a du mouvement, ça les attire plus. C'est important que le numérique ne soit pas juste quelque chose de très abstrait, très technique. Nous, en tant qu'adultes, on est peut-être plus capable d'intégrer là-dedans. Pour les enfants, il faut plus le lier à leur monde physique et du coup, ils peuvent interagir un peu plus intensément avec ça. Donc ça, on organise ça tous les samedis pendant une période. Et une vraie réflexion autour de ces ateliers, et c'est pour ça que les ateliers s'appellent les ateliers d'ADA, c'était de comment on s'assure qu'il y a une mixité dans nos ateliers.
La première chose qu'on avait remarqué, c'est que quand on fait des ateliers robotiques, les garçons se mettent à faire des combats de robots. À droite, donc c'est un robot avec une gigantesque massue pour détruire les robots en face. Et si on les laisse tout seuls, les garçons, au bout de 10 minutes, se mettent à faire des... Une fois qu'ils ont compris que deux robots qui foncent l'un sur l'autre commencent à se cogner, ça les intéresse. Et donc, du coup, on a eu vraiment un travail en permanence de communication pour assurer cette mixité. Ça passe par plein de choses. Ça passe par les thèmes que l'on choisit. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a organisé une semaine d'atelier qui s'appelait le ballet du code. Donc, à la Maison des mathématiques, qui est un organisme de diffusion du savoir qui est lié au laboratoire de recherche, l'ENS, l'INRIA, le CNRS, etc. Donc on travaille avec eux, on a organisé ça pendant une semaine, et l'idée, voilà, c'était d'avoir une thématique qui est à la fois liée le code, la robotique, la programmation, et puis un thème plus léger. Donc le ballet en particulier qu'on a choisi, c'était Casse-Noisette. Donc l'idée, c'était que les premiers jours, on leur expliquait vraiment comment ça fonctionne la programmation, avec presque des cours théoriques un peu précis, puis des exercices à faire, voilà, il fallait faire un robot qui suit les gens dans l'espace, et du coup, il programme le robot qui résout ce problème-là. Et puis petit à petit, en fait, notre méthode, c'est de leur laisser de plus en plus de part à la créativité. Alors c'est intéressant, parce qu'on est arrivé à la conclusion aussi que les garçons et les filles n'interagissent pas tout à fait de la même façon, on a l'impression, par exemple, souvent les garçons sont un peu plus dans la précipitation au début. Quand on leur donne les robots et qu'ils construisent, ils lancent tout de suite un programme qui fait presque rien et qui marche pas très bien, mais ils le lancent et ça les amuse beaucoup plus. Alors que les filles vont plus travailler le truc jusqu'à ce que ça marche bien et que ça fonctionne bien étape par étape. Et du coup, à la fin de la série d'exercices, les garçons, finalement, ils n'arrivent pas très loin parce qu'ils sont lancés tout de suite, mais en fait, le truc est à moitié boiteux et bug un peu, alors que les filles ont fait un truc qui fait du coup parfaitement le trajet qu'on avait attendu au départ. Donc ça, c'est au début. Et puis après, la deuxième partie de l'atelier, le dernier jour, l'idée, c'était de vraiment stimuler leur créativité. C'est un peu notre méthode, c'est de dire... les enfants aiment bien, ont besoin qu'on leur donne des étapes au début et un cadre, mais après, ils s'éclatent jamais autant qu'au moment où on leur ouvre les vannes et on les laisse faire. Il ne faut pas que ce soit au début, mais il faut que ce soit à un certain moment. Du coup, donc là à droite, c'est des garçons qui ont fait ça. C'était une espèce de piano héros, donc un peu comme guitare héros. Vous aviez les touches du clavier et vous avez les notes qui descendent. On ne voit pas très bien, il y a une note violette en haut à droite. C'est pas des champions du design, hein. Il y a une note violette qui descend en haut à droite, et quand la note arrive en bas, il faut appuyer sur la touche N du clavier pour avoir la note. Et c'était la mélodie de Casse-Noisette de Sugar Plum Fairy. Et de l'autre côté, c'est la chorégraphie que deux filles avaient conçue sur un duo de deux robots. Et donc c'est une partie l'idée, c'est que chaque équipe avait conçu une partie du ballet et recréé une partie du ballet. Donc là, c'est le duo entre Clara et le prince. Et du coup, il y a deux robots qui arrivent en face et qui font un circuit en symétrique, en fait, l'un par rapport à l'autre. Et donc, ils avaient conçu tout ce truc, d'abord sur papier, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir leur processus. Ce qu'on voulait dire par là aussi, c'est que, donc, plus généralement, donc, quand on parle d'éducation à la culture numérique, ce qui nous paraît important, c'est que on ne fait pas que de l'éducation au code et à la programmation. On fait une éducation à ce que c'est que la culture numérique. Pour nous, la culture numérique, c'est vraiment un univers et vraiment culturel au sens le plus tribal et ethnique du mot. Et je pense que c'est important. Bon, à gauche, c'est le Nyankat qui fait partie de cet imaginaire-là. À droite, c'est un workshop qu'on a fait à Bruxelles il y a 3 semaines. Et c'est intéressant de voir la façon dont on avait à apprendre. Donc les gens qui étaient là, c'était tous des gens en majorité plutôt techniques. Il y avait aussi bien un professeur qui revenait des États-Unis exprès pour s'intéresser à l'atelier, et des gens avec des parcours très différents. Et vraiment cette notion on est tous autour de la même table, avec une culture très horizontale, on échange les savoirs et on pratique tous en même temps sur la même table. Il n'y avait aucune histoire de statut entre le professeur d'une grande université et le petit développeur du coin. On faisait les choses en même temps, ensemble, et on pratiquait. Le mot en haut à droite, ça s'appelle la stigmergie. C'est l'idée que, en fait, dans un écosystème, c'est l'interaction entre les individus qui créent une coordination et pas forcément une coordination au-dessus. Donc c'est comme ça que se coordonnent les fourmis, les termites, les gens comme ça, enfin certains animaux, par interaction entre elles et pas par une organisation qui est structurée. C'est comme ça qu'on pense que fonctionne plus la culture numérique, ce qui n'est pas forcément accessible à des structures traditionnelles pour comprendre.
ça, c'est un peu notre historique et un peu ce qu'on a cherché à faire. Donc, on parlait de la mixité dans les ateliers. On l'a cherché aussi dans toutes les rencontres qu'on fait, tous les événements. C'est pas seulement la mixité homme-femme, c'est aussi la mixité entre les types de profils, c'est la mixité entre les professions, le design, les gens plus artistiques, les gens plus développeurs. Donc tout en haut à gauche, c'est nos premières rencontres. C'était sur une table de cuisine avec une brioche, en mode très décontracté. Et en bas, c'est les premières rencontres sur le thème du front-end web. Donc l'idée, c'était de s'intéresser au web, mais notamment par le côté plus interface, parce que ça permet d'être plus mixé, d'avoir plus de diversité du genre. Des rencontres Larry Labidouille qu'on est en train d'organiser, les rencontres robotiques. Donc voilà, mais c'est vraiment un effort de communication pour chaque activité qu'on fait, d'arriver à mixer des populations différentes. Peut-être que tu veux présenter ? Oui, je vais reprendre le relais là-dessus. Communauté ouverte. En fait, on accompagne aussi ce que je disais au début, on essaye d'accompagner des structures sociales du côté du numérique. Donc, pour les aider, pour des choses simples, faire des WordPress, faire des landing pages, à gauche, là, donc ce qu'on a fait avec le Ticket for Change, ou alors plus tech, parce que du coup, dans notre communauté, il y a vraiment un petit peu tous les profils. Maintenant, au départ, c'était plus tech, mais maintenant, ça s'est ouvert du coup à communication, marketing, design, enfin, je sais pas, tout ce que vous voulez. Du coup, il y a quelques exemples de projets qu'on a accompagnés. Donc, Cuisine partagée, on avait juste aidé sur le WordPress. WeCoLearn, c'était un peu plus faire un prototype pour une application. Et Hubby, là, c'était de l'accompagnement, plus c'était un groupe d'étudiants dans une école et ils avaient besoin qu'on les aide sur leur créativité et faire un truc qui soit en fait avec une perspective d'avenir, quoi. Voilà. Tiens, tu veux reprendre là? L'idée, c'était de vous présenter surtout notre approche. Donc, c'est cette culture collaborative entre individus. On l'applique aussi entre organisations. Et ça, on est hyper sensible à ça. Et on pense qu'en France, la culture a vraiment quelque chose à acquérir. C'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui fait quelque chose d'un peu similaire à nous, la première réaction, c'est souvent de la défensive. Genre, oula, vous rentrez dans mon territoire, qu'est-ce que vous faites ici ? Et on trouve que c'est vraiment absurde, on perd beaucoup de temps et d'énergie comme ça. D'ailleurs, on commence à voir qu'au bout de quelques années, 80% des projets qui sont un peu dans cet univers disparaissent, se transforment, se convertissent, se rendent compte qu'il y a une niche où ils sont pertinents et le reste, ils ne le sont pas. Donc il y a vraiment, c'est pas être naïf, il y a de la concurrence, même entre associations, il y a un enjeu de visibilité, il y a des enjeux pour attirer des gens, ramener des gens à un événement, etc. Il y a une concurrence entre structures. Mais la logique la plus intéressante, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui sont les plus proches de vous et au contraire d'aller travailler avec eux pour construire des choses un cran au-dessus de ce que vous êtes capable de faire chacun individuellement. Parce qu'en général, plus on travaille ensemble, plus on se rend compte qu'il y a des choses, en fait, qu'on est très bon à une ou deux choses. On n'est pas bon sur tout. Et plus on est... Et d'ailleurs, on a remarqué que c'est plus facile de travailler avec des institutions qui savent bien qu'est-ce qu'elles font bien, et qui le font très bien d'ailleurs, que celles qui espèrent tout faire et qui en fait ont un peu plus de mal. Donc ça, c'est que des exemples d'événements. Un qui nous tient bien à cœur, c'est celui en haut à droite qui était Super Demain. C'était un événement donc sur le numérique, sur l'éducation numérique en général, qui est organisé par une association qui s'appelle Fréquence École. Et ils ont été très malins d'aller réunir vraiment tous les acteurs de ça. Mais alors, c'est facile de faire un grand événement et puis de vouloir ramener tous les acteurs et d'espérer que tout le monde va tenir un atelier pour vous. C'est aussi notre logique de dire je vais vraiment chercher les acteurs, travailler en amont avec eux sur qu'est-ce qu'on va proposer à l'événement, travailler pendant l'événement sur la communication pour que ce soit aussi intéressant pour eux et qu'il y ait une réciprocité. Donc voilà, donc c'est vraiment une logique d'échange qui nous paraît importante. Ça, c'est un peu un gros événement auquel on a participé, donc, qui s'appelait le Blockfest. Donc c'était à l'école 42. C'est intéressant parce que c'est un acteur qui vraiment réunissait un paquet d'acteurs. Déjà, l'équipe organisatrice, pour la petite histoire, c'était 3 mois avant, une dizaine de personnes qui se sont rencontrées à moitié aléatoirement parce qu'ils étaient intéressés sur le même sujet, le sujet blockchain. Et petit à petit, cette dizaine de personnes a réussi à organiser en rassemblant des choses.
pendant tout l'événement, c'était vraiment une obsession d'arriver à attirer des communautés différentes, donc la même chose, avoir des designers, avoir des gens plus techniques, etc. Avoir des profils plus économiques, des profils plus grassroots, et arriver que tout le monde à concevoir vraiment une expérience d'événementiel aussi. Et donc là, c'est vraiment aussi, après, un savoir-faire qui à travailler, c'est faire que tout le monde casse son statut, son rôle, etc. Et prennent partie au jeu. Pour commencer, on avait fait un jeu, et je vous propose qu'on le fasse maintenant tout de suite. Très simple, c'est un papier-ciseaux-caillou. Donc chacun joue à papier-ciseaux-caillou avec son voisin. Donc, il va falloir que vous mettiez tous debout, si vous voulez bien. Là maintenant. Et chacun joue à papier-ciseaux-caillou avec son voisin. Et à chaque fois que celui qui perd est éliminé, celui qui gagne joue avec les gens qui sont encore disponibles, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un dernier papier-ciseaux-caillou, et on aura le vainqueur de cet après-midi. Ouais, on joue. C'est parti. Ouais. Il n'y a pas de puits. Il n'y a pas de puits, tout le monde sait que c'est de la triche. C'est la feuille, ouais. Ah, si on est éliminé, c'est fini. Ouais. Ouais. Ceux qui ont gagné jouent avec les gagnants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Allez, qui a perdu chez vous? Qui a gagné chez vous? What that? Oui. Did you win? So you have to. No, I don't think we really played that way. Doesn't matter. Let's say you won. You have to play with that. Okay. So you have paper, scissors, and stone. Okay. One. Yeah. One. Oh, you're supposed to. 1, 2, 3. Parfait. You won. qui... Elle a gagné. Eh ben, les deux gagnants. La finale alors. Non, mais après, Eh ben, finale. Oh, There is a finale. You have to find a new trick. She doesn't play by the rules. Remember. Okay. 1, 2, 3. Je vois. Voilà, et donc ça, c'était un peu les résultats qu'il y avait de l'événement. Et ce qui avait intéressant aussi, c'était de travailler avec des designers en amont pour avoir des objets matériels pour permettre que ce ne soit pas que des discussions, des débats. Toutes les équipes ne sont pas arrivées au même niveau de réalisation. Il y a des équipes qui ont fait des prototypes fonctionnels avec des objets connectés, donc celle au milieu par exemple. Donc, il y a une équipe donc, qui est Clara, qui est arrivée un peu plus tard dans l'événement et du coup qui a fait un brouillon à partir de feuilles de papier et qui a présenté ça et qui a réussi à participer parce qu'il y avait toute cette pensée voilà, d'avoir différents angles sur le même sujet. Ce qui nous amène à un événement qu'on est en train de préparer en mars, qui ça va s'appeler la Nuit du Code Citoyen. Et l'idée, ce sera justement de faire le pont entre des thématiques citoyennes, donc par exemple l'éducation au numérique, et un ensemble de technologies. Donc ça, c'est les technologies pour l'instant qu'on a listées. On y réduira, on lance l'appel à projet la semaine prochaine et on y réduira après les thématiques, les technologies en fonction de celles qui sont les plus pertinentes. Pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, les hackathons, le problème, c'est que souvent il n'y a pas de suite. Nous, l'idée, c'est qu'on va faire un appel à projet en amont, qu'on va commencer la semaine prochaine, et de récupérer un maximum de projets cohérents, faire le tri,
et faire des teams en amont pour que le jour du hackathon, il y ait déjà des choses qui soient là et qu'on va essayer d'amener à la prochaine étape. Et après le hackathon qui va durer 3 jours, l'idée c'est d'avoir un suivi tous les mois pour avancer les projets. Donc voilà, c'est un hackathon mais avec un suivi pour être sûr qu'il y a un maximum d'impact social parce que c'est une volonté quoi. C'est pas juste faire de la com sur quelque chose, on veut qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière quoi. C'est à Lyon, ça sera aussi dans plusieurs villes. L'idée, c'est on vise plusieurs villes, on n'est pas encore certain de toutes, mais normalement, il y a Paris, Nantes, Mulhouse, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, on est en train de discuter avec plein de responsables de communauté, justement le faire avec des organisations à chaque fois. On parle aussi avec plusieurs villes en Afrique, donc avec Dakar, avec Marrakech, etc. Pour l'instant, on est en train on a à chaque fois quelqu'un au moins ou 2-3 personnes et ils sont en train de constituer leurs équipes. Donc c'est l'idée. L'idée, c'est que ce soit dans plusieurs villes, qu'il y ait aussi un aspect en ligne, c'est-à-dire que les gens puissent voir ce qui se passe à distance, qu'entre les villes, il y ait une connexion. Donc on est en train de travailler vraiment sur ce côté, évidemment, numérique aussi dans l'expérience événementielle. Mais justement, c'est partie de notre culture, c'est de dire, souvent les hackathons, etc., c'est à Paris, et puis éventuellement, dans le meilleur des cas, c'est à SM après, et on est bien gentil de vous amener ça un peu partout en France. Nous, on part de l'idée qu'on peut le faire de façon un peu plus horizontale, entre différentes villes, et puis sans une structure hiérarchique là-dessus, et qui échangent entre elles aussi des idées, des compétences, etc. Ouais. Du coup, c'est la vidéo. Alors, on va tester la vidéo parce qu'il y a un petit problème de Wi-Fi. Je crois que c'est bon. Donc c'est une petite vidéo qui résume nos activités. Voilà. Et après, on est ouvert aux questions. Vous pouvez commencer à réfléchir si vous avez des questions. On fait du son. Ça, c'est Scratch avec Minecraft. Ça, c'est une chaussure. Voilà. C'est pareil, on le fait en partenariat avec une association parisienne qui s'appelle Caliban et qui fait ça dans plusieurs villes. À Lyon, du coup, on a décidé de le faire ensemble. Comme on dit sur la même thématique, ça n'a pas de sens de ne pas le faire ensemble. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Tac, tac. Alors, est-ce qu'on a des questions ? La question, c'est dans vos équipes, alors vous avez parlé de la partie technique, donc designer, dev, etc. Ouais. Est-ce que vous avez aussi des gens des sciences humaines, par exemple ? Pas beaucoup dans notre association. Notre ADN, c'est plus d'être des gens au départ du design et de la technologie. Ouais. Typiquement, sur la nuit du code citoyen, c'est exactement la priorité. Et les gens avec qui on travaille, c'est justement d'autres acteurs. Quand on travaille avec Ticket for Change, qui plutôt accompagne les entrepreneurs sociaux, c'est l'idée justement qu'on n'a pas toutes les compétences et que nous, on vient leur apporter la partie numérique et eux sont plus sur leur expertise. Et sur la nuit du code citoyen, l'idée, c'est justement qu'il y a des projets qu'on espère déjà un peu formés. Il y a des projets auxquels on est intéressé, qui seraient des thématiques bien identifiées, sur lesquelles on pourrait apporter la partie numérique dans cet événement, mais qui viendraient plutôt justement des sciences humaines sur avoir identifié une problématique précise et mature. Ce qui nous désole dans beaucoup de ces événements, c'est que c'est aussi parfois l'inverse. Les gens
plus profil développeur, etc., qui imaginent une application qui va servir à quelqu'un et qui ne connaissent pas la réalité du terrain et de ses acteurs. Surtout quand on est dans les dimensions sociales, il y a énormément de gens qui imaginent bien savoir faire, alors qu'il n'y a rien de... Enfin, il n'y a qu'un acteur du terrain depuis un certain temps et quelqu'un qui a pris un peu de recul aussi, qui est capable de nous sourcer où est le besoin et la problématique. Donc ça veut dire que dans, par exemple, la nuit du code, c'est ça ? Ouais. La nuit du code citoyen. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un peut poster je sais pas, un projet, mais qui ne sait pas coder, va venir pouvoir être aidé, on va dire, de manière, au niveau technique. Oui, complètement. Mais donc, en fait, il nous faut quand même un gros paquet de bons développeurs pour travailler le côté numérique. Mais oui, on va accepter du coup quelques projets aussi comme ça. Et la deuxième question, c'est les profils qui viennent dans... C'est une association ? Oui. Ouais. Les profils des gens qui sont inscrits, etc., c'est quoi ? Pour l'instant, en fait, on fait l'appel à projet dans l'association Les Bricodeurs ? Oui, pas les animateurs, mais les gens qui viennent, en fait, les usagers, voilà. Alors ça dépend, hein. Sur les meet-ups, c'est typiquement des rencontres par thématique. Donc quand on fait une rencontre sur le web, c'est que des développeurs web, des designers, des gens comme ça. Quand on fait une rencontre robotique, c'est des gens qui sont... Ce qui est intéressant, c'est que souvent, et c'est la même logique avec les ateliers collaboratifs, c'est que quand on fait un événement comme ça attire des tranches différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'expert qui est content de rencontrer d'autres experts sur la robotique. Il y a celui qui est curieux, ça fait des années que dans sa chambre, il bricole un petit truc et il a envie de rencontrer d'autres gens là-dessus. Ouais. Et il y a celui qui connaît rien et qui a envie d'avoir une porte d'entrée. En particulier, surtout quand on est avec des acteurs qui sont d'un autre univers, typiquement l'économie sociale et solidaire, c'est un peu ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'être cette porte d'entrée. Et on parlait aussi de celui qui veut devenir développeur. Une vraie difficulté dans le numérique, c'est cette barrière à l'entrée, en fait. Moi, j'y comprends rien, ça m'effraie, ça m'angoisse le code. Où est un petit peu la porte d'entrée facile, avec une communication un peu légère, avec des événements assez ouverts. Ce qu'on essaie d'attirer, c'est à la fois avoir la légitimité et l'expertise et avoir le badaud qui a envie de découvrir. Oui. Two questions. I must have missed this. When did you start doing this? So the Bricoder was started last year, so it's quite recent. And how much time, how much of your time does this take? Do you do other things as well? Do you? I do a lot of other things. So it depends on how do we say association in English? The organization? Organization, okay. The organization has kind of different members that kind of have different kind of implications in time. Xavier, he spends 90% of his time in dissociations, so he is the kind of the main piece, and I spend about 20% of my time, I guess. Depends on the weeks, so we spend a lot of time, but not in the same amount. Does that answer the question? The challenge at the moment is I'm building my company on the side, so the challenge at the moment we are converting all we've done in building a wider community slowly. And so, for instance, for the workshop for children, at the moment we are recruiting new people to animate. And as I mentioned to you, the challenge is really this converting in grassroots. The first workshop were absolutely, we were benevolent and everybody volunteer and everybody was working for nothing. But at the moment, we are dealing with a large organization who are looking for this kind of workshop, and we have quite more legitimacy because we have built some interesting activities. So that makes it more easy to replace. So yeah, that's the exact challenge we are at. Yeah. So we didn't talk about the tools we use, but we wanted to talk about all the tools we use to automate what we do, because the idea is that every time we do something that we want to replicate a lot of times, we try to automate it in the best way, using kind of MailChimp, anything that we've got, copy paste some things if it's all right to do it, and do it really kind of
So it doesn't take us like the first time it might take 10 hours, and the second time it's going to take 5 hours, and then we can tell somebody else to do it, and it won't take so much time. So that's what we aim to do, and that's how we can try and not spend 100 hours per week on on organizing everything. Yeah, on that we are really building that. For instance, for the workshop for children, at the moment we have we use, for instance, Eventbrite and auto replies, and to have like when we set up a workshop now, it's like just copy paste the same event, and in people subscribe, and we have just notification, and in the end you have the list of the children who are going to be there, you have the number of the parents, you have also the authorization of the parent, because we send it automatically and we ask them to send back the authorization and stuff. So that's, yeah, we have spent a lot of time. It's been 2 years we've started. The first year was way more intern community, and since 1 year ago we started more open events. And we are building like those tools to be able to do everything a bit more easier. We are using a Slack also, where you have a channel where you can tweet directly without having to access to your Twitter, so it makes easier for everybody to pick up. That's a big challenge. So, another question? So, if not, now we can go for the parts, the workshop parts, which is in the format we use for Des Nouvelles du Front-End. So Nouvelles du Front-End is an event about more web design, and what we do each time, we divide the room in two, and like here we have already an obvious divide, and we propose on people to go on each side and argue on one side of the argument, and then 2 or 3 people from each side present one of the main arguments for their side. Je redis en français, donc c'est un peu le format qu'on fait pour Des Nouvelles du Front-End, ce qu'on vous propose de faire. Donc les Nouvelles du Front-End, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de talk, et en fait c'est la communauté, on pose des sujets qui sont des problématiques web actuelles, et les gens se répartissent la salle en deux, un côté pour, un côté contre sur cette thématique, et ça permet aux gens d'échanger entre eux, de préparer les arguments, et après il faut qu'il y ait 2 personnes ou 3, donc on va dire peut-être 2, comme ça on aura le temps, donc 2 personnes de chaque côté qui présentent rapidement un des arguments de leur côté, après avoir échangé entre des gens plus experts et des gens qui ne le sont pas forcément autant. Donc si on a encore un petit quart d'heure, donc je propose que vous preniez 10 minutes chaque côté pour réfléchir sur votre côté de l'argument. Donc ici c'est le côté pour, ici c'est le côté contre. Donc on parle du vote en ligne. Où on fait ça? Oui. On a parlé ce matin de communauté ouverte. Ouais. Ouais. Démocratie liquide. On fait ça en 5 minutes. Une question sur la gouvernance des associations dans le numérique. J'ai été, il y a quelques années, délégué de parents d'élèves, et le président de l'association a été renversé par un putsch mené par une dame et quelques autres. Ouais. Quelques années plus tard, j'ai été membre de l'association du conservatoire. Le président a été à son tour renversé par un putsch de quelques dames. Ouais. Et donc, comment se gèrent les associations dans le numérique si on se fonde sur la volonté de citoyenneté? Ouais. Est-ce que ceux qui dirigent ont la maîtrise technologique, la capacité d'intégration ou la capacité à mener des putschs? C'est un très bon sujet, et ça fait longtemps que je travaille dans plusieurs associations, donc j'ai vu des putschs aussi, et c'est des fois violent dans les assos. Là, après, c'est une histoire de stade et vraiment de spécificité. Pour l'instant, effectivement, au départ, notre idée, c'est de faire une asso complètement horizontale. Et puis finalement, ces derniers temps, comme on est en très forte croissance, du coup, c'est plus simple que, à titre individuel, je porte un peu plus l'association, et c'est clairement un choix. Et l'idée sera de revenir à quelque chose d'un peu plus horizontal après cette phase de croissance. Ouais. Une autre façon de répondre, c'est que souvent dans les assos, c'est ceux qui s'impliquent le plus qui vont faire les décisions. Donc un putsch, ça se ferait naturellement, et de toute façon là c'est Xavier qui passe 80% de son temps, donc en même temps il n'y a pas d'autres présidents pour prendre la place. mais moi qui fais aussi partie de l'association WeShare et qui ai un peu l'habitude d'utiliser des outils comme Lumio et tout ça, là ça fait pas longtemps qu'on a été créé, mais c'est envisagé notamment au fur et à mesure qu'on croit, mais vu qu'on n'est pas encore assez nombreux, la question ne se pose pas encore beaucoup. La logique, c'est vrai que c'est aussi cette culture-là, c'est vraiment la démocratie. Par exemple, en ce moment, sur certains sujets, il y a des membres de l'association qui sont en train de le faire entièrement.
ceux qui prennent toutes les décisions là-dessus. Donc, on a pour le coup, on n'est pas du tout hiérarchique enfin, il n'y a pas un processus de validation, etc. Et à vrai dire, on n'est pas très rigoureux sur les statuts et des choses comme ça. C'est vraiment démocratie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de le porter. Et au fur et à mesure que les gens prennent des responsabilités, ils ont accès à ça. On a vraiment l'expérience de plein d'assauts avec qui on travaille et dans lesquels on a participé. Il y a plein de modèles, quoi. On sait aussi que le modèle complètement horizontal et d'espérer que ça marche complètement, c'est pas toujours facile. Il faut qu'il y ait des enjeux, un peu de pouvoir, et c'est pas parce qu'il y a des tensions que c'est mauvais. Il faut juste qu'il y ait des processus pour les résoudre. Il faut qu'il y ait de l'écoute à chaque fois aussi pour être capable de réajuster en permanence pour que personne se sente frustré, écrasé, etc. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. On s'arrête là pour la partie conférence à proprement parler.